Géographie, memento, commentaire de cartes topographiques, résumé des notions et sujets types pour BCPSTTB, CPGE littéraire, CAPES et agrégation. Chapitre 6, les territoires de l'industrie en France. Entre polarisation et diffusion, l'industrie déstructure les territoires. En septembre 2021, Michelin inaugure son nouveau siège social à Carmes, aménagé sur le site originel de ses premières usines en 1889, à Clermont-Ferrand. Cet ensemble qui associe une architecture contemporaine au patrimoine urbain symbolise bien le maintien de l'ancrage territorial de l'entreprise. Le lien entre l'industrie Michelin et Clermont-Ferrand est symbiotique. Usine à forte emprise foncière en centre-ville, cités ouvrières, stade de rugby, nommé Marcel Michelin, emploi. Michelin compte jusqu'à 28 000 salariés à Clermont en 1982. On en dénombre 9 000 en 2023. Pour un total de 17 000 en France et plus de 120 000 dans le monde. Les mutations de l'entreprise, mondialisation, délocalisation, requalification, ont provoqué et accompagné les transformations de la ville. Les ouvriers ont été remplacés par les cadres et les employés de bureaux, transformant sociologiquement la métropole. Les sites abandonnés par Michelin ont permis de grandes opérations de rénovation en centre-ville. Par ailleurs, la production de pneus s'est diffusée à l'échelle nationale. À Cholet, 1100 employés, et Avallon, 400 employés, transformant aussi ces territoires ruraux. Cet exemple nous montre le rôle hyper structurant de l'industrie. Cette dernière marque le territoire en le polarisant, c'est-à-dire en concentrant des hommes et des femmes, des moyens et des activités sur des sites spécialisés. Pourtant, avec la division du travail, d'abord à l'échelle locale ou régionale, puis mondiale, l'industrie a développé une capacité à essaimer, provoquant des recompositions spatiales, sociales, économiques et environnementales, parfois extrêmes. La désindustrialisation devient un enjeu géopolitique et géostratégique majeur durant la crise sanitaire de la Covid-19, révélant la dépendance et la vulnérabilité du secteur industriel. 1. L'industrie polarise l'espace. 1.1. Une concentration industrielle qui fait la région et la ville. La première révolution industrielle a créé de véritables régions industrielles, totalement structurées par leurs activités productives. L'industrie a produit des paysages, les terrils, les crassiers, les usines, les cheminées, de l'habitat, les cités ouvrières ou les corons, des infrastructures, voies ferrées, laminoirs, des sociétés, mineurs, femmes des usines textiles, métallos, entre autres groupes. Des idéologies politiques, pour le socialisme, tout à fait spécifiques et encore visibles dans le nord et l'est de la France. L'extraction, dans les bassins houillers, et la métallurgie ont attiré une main-d'œuvre nombreuse et d'origines très diverses. Les industries lourdes et extractives se sont concentrées en Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine ou en région lyonnaise et stéphanoise, regroupant la main-d'œuvre masculine. Elles ont souvent accompagné l'implantation d'industries textiles à main-d'œuvre quasi exclusivement féminine. Lainerie à Roubaix, à proximité du bassin houiller du Nord. Bonnetterie à Roanne, à côté du bassin de Saint-Étienne. L'Ain des Vosges, près du bassin houiller lorrain. Tissage à Mulhouse, le Manchester français entre guillemets, juxtaposé au bassin potassique. La deuxième révolution industrielle, fin du XIXe siècle, et celles qui ont suivi furent celles du développement de l'automobile, voire photographie des usines PSA à Sochaux, ci-contre, avec une vue aérienne, de l'aéronautique et des hydrocarbures. Les industries se sont installées dans des métropoles, comme Paris, Lyon pour la pétrochimie, Toulouse pour l'aéronautique, mais aussi dans les villes moyennes, comme Sochaux. Les besoins nécessaires à la production industrielle, main-d'œuvre, matières premières, infrastructures de transport, recherche et développement, stockage, usines, nécessitent une très forte emprise au sol et fabriquent de véritables villes-usines, des villes créées ou transformées par l'implantation d'une activité industrielle. Elles sont caractérisées par la juxtaposition d'usines et d'habitats ouvriers, comme à Saint-Étienne, Lens ou Decazeville, dans des bassins miniers. À Romilly-sur-Seine, pour la bonnetterie, est souvent associée à des familles de grands industriels, comme au Creusot pour les Schneider, à Clermont-Ferrand pour Michelin, ou à Sochaux-Montbéliard pour Peugeot. Si certaines régions industrielles ont aujourd'hui disparu, si l'industrie a pu quitter les villes qu'elle a si fortement contribué à construire, comme Mulhouse, qui passe de 7 000 habitants en 1800 à 90 000 en 1900, elle reste un élément marquant du paysage et de l'identité urbaine. En témoignent les volontés de patrimonialisation des friches industrielles. Vient une première figure avec une carte de Mulhouse. Commenté Mulhouse, ville-usine, dont les mutations industrielles sont à l'origine des mutations urbaines. La ville s'est organisée autour du bassin minier et des usines textiles. Puis,
La deuxième révolution industrielle a marqué une nouvelle étape dans la transformation urbaine, avec l'arrivée de l'immense usine Peugeot. Les technologies de pointe attirent aujourd'hui des cadres et la désindustrialisation est au cœur des stratégies de rénovation urbaine. Carte IGN de Mulhouse, forêt domaniale de la Hardt, HARDT, 3720 ET. On y distingue l'accumulation des différentes transformations industrielles, avec la première industrialisation qui s'est faite au nord avec le bassin potassique en friche industrielle non requalifiée. D'autres traces de la première industrialisation se manifestent avec d'anciennes usines textiles associées aux cités ouvrières, avec un habitat serré et géométrique. Une bonne part de l'Est urbain et périurbain est issue de la reconversion industrielle des années 1960-1970, avec une grande usine Peugeot de 330 hectares et une zone industrielle périphérique proche des échangeurs autoroutiers. On trouve aussi la présence d'Electropolis, un technopôle issu de la troisième industrialisation de la ville. L'identité industrielle est portée pour la ville avec un musée de l'automobile et des gares de triage avec canaux et autoroutes à forte emprise spatiale permettent l'exportation de la production industrielle mais créent des coupures dans l'espace. 1.2 Les mutations de l'industrie fabriquent de nouveaux pôles. La littoralisation des activités industrielles. À partir des années 1960, les étapes de la production, conception, recherche, stratégie management, fabrication-assemblage sont progressivement localisées sur des sites différents pour être optimisées. C'est ce que l'on appelle la division du travail ou disjonction spatio-fonctionnelle, c'est-à-dire la séparation des fonctions dans plusieurs espaces. Cette mutation a transformé le monde industriel. Les fonctions de commandement se concentrent dans des métropoles mondiales. La recherche dans des lieux à forte aménité, littoraux, montagnes, périphéries rurales. La production près des zones d'approvisionnement en matières premières, les littoraux et les ZIP. Et l'assemblage dans des zones à faible coût de main-d'œuvre. La France n'échappe pas à cette logique. Dans ce contexte, la délocalisation industrielle est en lien avec la maritimisation de l'économie, augmentation des échanges par voie maritime, avec la création par l'État de 4 zones industrialo-portuaires qui concentrent les industries lourdes et pétrochimiques, Fos-sur-Mer, Saint-Nazaire, Le Havre et Dunkerque. Au secteur industriel traditionnel du littoral, chantier naval, industrie militaire, s'ajoute la conception du secteur agroalimentaire, notamment sur les littoraux bretons, importation et exportation de produits alimentaires destinés aux hommes et aux animaux. Les technopoles. Cette disjonction spatio-fonctionnelle conduit aussi à l'apparition de nouveaux pôles, qui concentrent les fonctions de conception, de recherche et de gestion. Les technopoles sont des parcs d'activités comprenant des universités et des grandes écoles, des centres de recherche, des entreprises de conception innovantes et des unités de fabrication de produits technologiques. Ils se situent majoritairement dans les périphéries bien desservies des villes, dans un cadre végétalisé, aux nombreuses aménités. Ces technopoles sont des éléments majeurs de la métropolisation du territoire et produisent des villes polycentriques, comme le plateau de Saclay, la route des lasers et l'Aerospace Valley, respectivement au sud de Paris, de Bordeaux et de Toulouse, ou encore Sophia Antipolis au nord de Cannes. Il en existe aujourd'hui près de 70. Ils sont des éléments majeurs des dynamiques urbaines, périurbanisation, gentrification et rurale pour la rurbanisation. 2. La déconcentration industrielle recompose les territoires. 2.1 Une diffusion des activités industrielles anciennes en zone rurale. La localisation de petites unités industrielles en zone rurale est ancienne. Cette proto-industrie a même été parfois à l'origine de la création de pôles industriels, comme l'industrie du bois dans les Vosges, la cristallerie à Baccarat, l'horlogerie dans le Jura, l'électrométallurgie liée à l'hydroélectricité dans les Alpes, le textile autour de la soierie lyonnaise. Ces industries rurales ont souvent décliné, mais certaines se sont maintenues, en se tournant vers des productions haut de gamme, permettant une requalification industrielle des anciens sites de production. Par exemple, la cristallerie de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle, fondée en 1764 et acquise en 2020 par un fonds d'investissement chinois, Thor Investment Management, emploie encore 500 personnes dans une commune de 4160 habitants, grâce à une production destinée au marché international de luxe. À partir des années 1950, on assiste à une déconcentration des industries, qui recompose souvent les territoires à partir d'une proto-industrie déjà existante. 2.2 Une diffusion récente des sites industriels. À l'échelle nationale, la diffusion à l'échelle nationale est d'abord issue d'une volonté politique de rééquilibrer la présence industrielle, qui était bien plus dense au nord d'une ligne Le Havre-Marseille.
Il s'agissait d'industrialiser le Sud et l'Ouest à travers la politique de déconcentration industrielle lancée en 1955, avec par exemple l'installation de l'industrie automobile en Bretagne et en Normandie. À la même époque, l'intensification agricole engagée par la PAC en 1962 permet le développement diffus des industries agroalimentaires, les IAA, dans toutes les zones de l'agriculture intensive. Malgré ce rééquilibrage, le Nord et l'Est restent les foyers industriels majeurs. Aux échelles régionales et locales, métropolisation, déconcentration et desserrement industriel. Aux échelles régionales et locales, la disjonction spatio-fonctionnelle entraîne un desserrement, soit le déplacement du centre vers la périphérie, des industries à forte emprise foncière. Ces nouvelles localisations se font dans des zones facilement accessibles, échangeurs routiers, aéroports, ports fluviaux, viabilisés par les pouvoirs publics, principe du zonage fonctionnel, sur des terrains agricoles souvent peu coûteux. Les centres des métropoles se désindustrialisent, tous sans exception. Les métropoles de rang mondial ou européen conservent les fonctions de direction, management, marketing. Dans le cas de Paris, le processus de desserrement industriel touche tellement d'emplois et d'activités qu'il va dépasser l'aire métropolitaine pour s'étendre tout autour de la région Île-de-France. Ainsi, les usines Citroën du quai de Javel, fermées en 1961, sont transférées à Aulnay-sous-Bois et à Rennes-la-Janet. Les industries lourdes, pétrochimie, automobiles, ont été délocalisées dans tout l'ouest, mais aussi le long de la basse vallée de la Seine entre Le Havre et Paris. Dans le même temps, les friches laissées sont requalifiées par la ville, souvent après des débats tendus sur leur devenir. Scène musicale inaugurée en 2017 sur l'île Seguin, ancien site des usines Renault, désaffecté en 1992. 2.3. La diffusion spatiale de l'industrie à l'origine de nouvelles synergies, les clusters. Du district industriel au système productif local, SPL. La diffusion des activités industrielles dans le monde rural, sur des territoires plus ou moins lâches, a amené les entreprises à tisser des liens entre elles, faisant émerger de manière ancienne des districts industriels. Théorie d'A. Marshall, de 1890. À partir des années 1990, les acteurs publics, États, collectivités locales, ont engagé des politiques pour faire de cette diffusion un moteur de développement, comme en témoigne la création des SPL en 1998, puis des territoires d'industrie, programme national créé en 2018 pour favoriser la création d'entreprises industrielles innovantes dans les zones rurales et les petites et moyennes villes. La Mécanique Vallée, labellisée territoire d'industrie, illustre très bien ces nouvelles synergies. Située au cœur de la France rurale, le Lot, l'Aveyron, la Corrèze, est polarisée par des villes moyennes, Tulle, Brive-la-Gaillarde, Decazeville, Rodez. Elle regroupe 204 entreprises et 13 000 emplois en 2024 dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. La plupart sont des PME sous-traitantes de grands groupes comme Airbus et maîtrisent des techniques de pointe. Vient ensuite la figure 2, avec une carte sur le desserrement industriel dans la basse vallée de la Seine, à 20 km au sud de Rouen. Carte hygiène de la forêt de Bende-Louviers, Elbeuf, les Andelys, 2012 OT. On peut encore y voir le village-rue originel de Cléon, en 1960. Les toponymes moulins, bergeries et bois, qui évoquent le passé rural. La ruralité laisse place à un centre commercial, à la réurbanisation et à l'aménagement d'une base de loisirs. Pour cause, les industries chimiques, BASF Agri, BASF AGRI, l'immense usine automobile Renault de 80 hectares transférée depuis Paris, la voie fluviale et le port, l'autoroute, les échangeurs, la gare de triage donnent une très bonne accessibilité vers Paris et la ZIP du Havre, en plus d'un centre logistique directement relié à l'autoroute A13. Définition. Le district industriel est une concentration spatiale de petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication d'un produit donné, valorisant, le plus souvent, un savoir-faire reconnu et des productions traditionnelles. Des technopoles aux pôles de compétitivité. Pour rester compétitives dans le cadre de la mondialisation, les entreprises doivent investir dans l'innovation et la recherche. L'État, avec la DATAR, les soutient et crée, à partir des années 1970, les premiers technopoles, les parcs technologiques, lorsque l'ensemble des agglomérations se spécialisent dans les hautes technologies comme à Sophia Antipolis, à Cannes, à Toulouse ou à Grenoble. On parle alors de technopole, au féminin. Afin de renforcer les synergies entre les entreprises et le monde de la recherche, l'État labellise en 2004 des pôles de compétitivité. En 2024, on en compte 55, contre 71 en 2017.
dont les délimitations régionales, voire interrégionales, comprennent de nombreuses zones rurales, comme le pôle Fibre Énergie Vie, dans le Grand Est, ou la Cosmétique Valais, en Centre-Val de Loire. Ces pôles permettent de créer des liens forts entre les métropoles où se trouvent les centres décisionnels, notamment les technopoles, et les espaces ruraux, où se trouve la production concrète. Néanmoins, leur bilan est assez contrasté. Certains, en effet, manquent d'innovation, comme celui de la filière caoutchouc à Orléans, quand d'autres ne sont pas parvenus à enrayer les délocalisations. Définition. Aux États-Unis, l'ensemble de ces phénomènes de synergie est désigné par un seul terme, cluster, défini comme une concentration géographique d'activités relevant d'un même secteur ou d'une même filière, ayant développé des liens de coopération et ou de complémentarité entre elles. Définition de Porter en 1985. Ce concept donne lieu, en français, à des terminologies différentes, selon qu'il s'appuie ou non sur l'innovation, selon qu'il concerne tout un secteur d'activité ou juste une filière, ou selon qu'il soit le fruit des entreprises privées ou des politiques publiques. Le cluster sera traduit par les termes de district industriel, de SPL, de technopole ou de pôle de compétitivité. 3. Une recomposition industrielle qui se traduit par des dynamiques spatiales opposées. 3.1. Des espaces fragilisés par la désindustrialisation. L'industrie défait le territoire ? À l'échelle mondiale, la disjonction spatio-fonctionnelle prend la forme de la Division internationale des processus productifs, la DIPP, qui conduit à des délocalisations pouvant aller jusqu'à la désindustrialisation. Baisse significative de l'emploi et de la production industrielle dans un espace donné. Celle-ci est amorcée dans les années 1970 et a d'abord touché les régions les plus industrialisées du Nord et de l'Est. Elle concerne aujourd'hui toutes les régions. L'industrie manufacturière employait 6,15 millions de personnes en 1975, contre 2,8 millions aujourd'hui. Ce chiffre doit tout de même être nuancé, car de nombreux emplois auparavant comptabilisés ont été externalisés, notamment dans le service aux entreprises. Petit encadré. La désindustrialisation du secteur automobile. L'industrie automobile est passée de 321 000 salariés en 2000 à 212 000 en 2021, selon l'INSEE. La production de véhicules a chuté de 3,2 millions en 2004 à 1,7 million en 2013, avec un rebond à 2,2 millions en 2019 mais seulement 1,38 million en 2021, selon le CCFA en 2022. La balance commerciale de ce secteur est déficitaire depuis 2008. Les conséquences de cette désindustrialisation s'observent surtout dans le déficit de la balance commerciale pour les biens de consommation, moins 64,7 milliards d'euros en 2020, d'après l'INSEE, et dans la baisse des parts de marché à l'export, 3,1% en 2014 contre 4,7% en 2000, selon l'OMC. La désindustrialisation s'explique par l'ancienneté des outils de production et par un faible taux de robotisation, 180 robots pour 10 000 employés industriels, selon l'IFR 2024, face aux concurrents européens, 415 pour 10 000 en Allemagne, et mondiaux, 285 aux États-Unis et 392 en Chine, et 1012 en Corée du Sud. Les anciens territoires industriels, comme les nouveaux, sont lourdement affectés par ce processus. Les industries lourdes ont laissé des vestiges à très forte emprise spatiale, entrepôts, ensemble des installations nécessaires au fonctionnement de la mine, ou carreaux de la mine, friges ferroviaires, canaux délaissés, et des sites souvent très pollués et instables, dont les mines. La gestion économique et environnementale de ces friches est d'autant plus coûteuse qu'elles se situent dans des zones rurales, des pays noirs entre guillemets, ou des communes appauvries, comme le Creusot. Dans les grandes métropoles, ces friches offrent des réserves foncières, aujourd'hui valorisées par de grandes opérations de rénovation urbaine, comme celle de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris, pour les Jeux Olympiques en 2024, ou comme celle de la Belle de Mai à Marseille, avec des aménagements culturels et commerciaux. Vient ensuite la figure 3, la désindustrialisation du bassin minier lensois fragmente l'unité urbaine traditionnelle, Cartigène, Hénin-Beaumont, Carvin, Le Forêt, 2505 SB. On y voit les anciennes mines au centre des cités ouvrières, polarisation de l'espace urbain avec la création de services, écoles et stades, la reconversion industrielle incomplète vers des zones logistiques, la friche minière laissant un espace vide, ancien carreau de la mine, une ancienne mine en partie reconvertie en loisir, pour du karting, et une friche minière végétalisée, mais non reconvertie, pas d'infrastructure de loisirs. 3.2 Des territoires redynamisés par les réimplantations industrielles. Lorsqu'ils s'appuient sur une industrie à haute valeur ajoutée,
Le desserrement industriel entraîne un développement rural. Le Choletais en est un bon exemple avec environ 400 entreprises réparties sur 120 communes, 34 000 emplois et seulement 7% de chômage en 2020. Ce bassin très diversifié est organisé sous forme de districts industriels, comme celui de la mode et de l'habillement, 60 entreprises pour 500 emplois, qui comprend entre autres la confection haut de gamme pour enfants, avec Kidleys Group et les marques Katimini, IKKS Kids, Absorba, etc. Ces implantations ont permis non seulement le maintien des populations rurales, mais surtout l'arrivée de néo-ruraux, avec une rurbanisation, et avec eux de nouveaux services, écoles, santé, commerce. Vient ensuite la figure 4, l'industrialisation dans le Choletais, le pays des usines à la campagne, entre guillemets. Carte IGN de Chemillé, 20 km au nord de Cholet, 1423 E. On y voit la rurbanisation avec l'extension de Chemillé, avec des lotissements pavillonnaires, de nouveaux sites avec écoles, collèges, lycées, bases de loisirs et des complexes sportifs, et des industries de matériaux de construction, avec Saint-Gobain, mais aussi de la métallurgie, de la mécanique, du textile et de l'agroalimentaire. Le tout dépassant largement la limite de l'habitat des années 1960, et lié à une bonne accessibilité vers l'autoroute A87, les routes nationales, le chemin de fer et un échangeur. On notera autour l'intensification agricole avec des serres, la débocagisation, les bâtiments industriels et l'industrialisation agroalimentaire. Cette redynamisation ne touche pas uniquement les espaces ruraux et peut également s'expliquer par les processus de relocalisation dont les enjeux ont été relancés par la pandémie. Définition. La relocalisation désigne le rapatriement dans le pays d'origine de tout ou partie d'une activité industrielle ou de service, précédemment délocalisée vers un pays tiers. Bost 2015. Celle-ci peut se faire en reprenant le site originel ou en construisant un nouveau site. Elle peut aussi être partielle. On relocalise des étapes spécifiques d'assemblage ou de fabrication de composants. En France, les relocalisations partielles ou complètes s'effectuent à 80% dans les établissements d'origine. Direction générale des entreprises, DGE 2014 pour la source. Les raisons de ces relocalisations sont multiples. Mauvais délai de livraison, faible qualité des produits entraînant une perte de clients, pillage des technologies, éloignement des marchés de consommation corrélé à une hausse des coûts de transport, hausse des salaires dans les pays émergents. Celle-ci reste encore faible, 200 entre 2005 et 2018, Banque des territoires 2021, mais pourrait être le début d'un mouvement plus important. En effet, 624 projets de relocalisation ont été lancés depuis 2020 dans le cadre du programme financé par l'État France Relance, dans des secteurs stratégiques. La relocalisation de Rossignol à Salanches, du Coq Sportif à Romilly-sur-Seine, ou encore de la Fabrique à Histoire de la société Luni à Bayonne, vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires depuis 2016, sont autant d'exemples de relocalisation réussie. Une autre explication réside dans le succès du Made in France entre guillemets, d'un point de vue marketing, encouragé par l'État avec la création de labels. Même si ces relocalisations génèrent peu d'emplois directs, elles s'accompagnent d'innovations techniques nécessitant peu d'emplois. Les emplois induits avec la sous-traitance sont nombreux. Encadré, le label Origine France Garantie, créé en 2010, s'appuie sur un cahier des charges précis, pour chaque filière stipulant notamment que la moitié au moins du prix final doit être réalisé en France. Des PME innovantes utilisent efficacement ce label comme Atoll pour l'optique, Rossignol pour le ski ou Aigle. Les IAA restent celles qui utilisent le plus ce label, dès lors qu'elles n'en possèdent pas d'autres plus prestigieux, comme des AOC ou des IGP. 3.3 Une gestion problématique du risque industriel. L'industrie génère des aléas importants. Manipulation, transport, stockage de substances dangereuses pour la santé et l'environnement, encadré par la directive européenne Seveso III. Malgré cette réglementation, la plupart des anciennes zones industrielles intra-urbaines n'ont pas été dépolluées et certains sites ont généré des accidents majeurs, comme l'usine AZF à Toulouse en 2001 avec 31 morts et 2500 blessés. La diffusion des industries dangereuses dans des zones rurales vulnérables crée une situation de risque majeur à l'échelle de tout le territoire. La création de plans de prévention des risques technologiques depuis 2003 n'empêche pas des accidents ou des scandales sanitaires récurrents. Augmentation des cancers à Fos-sur-Mer, contamination à l'amiante à Brest ou à Romilly-sur-Seine. En 2017, le gouvernement a publié la liste des établissements scolaires touchés par des pollutions industrielles graves. Ainsi,
la gestion du risque concerne davantage la prévention de l'accident technologique que la dépollution des friches industrielles. Vient enfin la figure 5, avec le couloir de la chimie à Feyzin, une zone à risque technologique, Cartigène de Vénissieux, Oulin, Givors, 3032 SB. On y voit les enjeux, population, environnement et activité économique, la vulnérabilité avec les écoles, le complexe sportif très proche de l'autoroute et de la raffinerie, les aléas technologiques, raffinerie de pétrole, usines, transport de matières dangereuses, et le site de la raffinerie de Feyzin, site classé CVSO3. Conclusion. Qu'elle soit encore présente ou controversée, pour les traces qu'elle laisse, l'industrie reste l'une des activités les plus structurantes du territoire français, et ce, à toutes les échelles. Quelques repères. 1955, la déconcentration industrielle de la région parisienne entraîne l'industrialisation diffuse de l'Ouest. Année 1960, création des zones industrialo-portuaires, les ZIP. Dunkerque, 1963, Fos-sur-Mer, 1968, Saint-Nazaire, 1969, Le Havre, 1972. Littoralisation de l'industrie. 1962 à 2023, le nombre d'emplois industriels est passé de 7,4 millions, 39% de la population active, à 3,2 millions, soit 12% de la population active. 274 212 entreprises réalisant 13,2% du PIB, en 2020 selon l'INSEE. 2024, 55 pôles de compétitivité, 71 à leur création en 2004. Il existe en France 1312 sites Céveso en 2023, dont 705 sites en seuil haut. Pour le numérique, retrouvez toutes les ressources numériques du chapitre sur www.lienmini.fr/213133-6 nume-6. Le chapitre suit avec 2 photos, montrant la reconversion avec un avant et un après, pour une friche industrielle. Le cas de l'île Seguin, en Hauts-de-Seine, en haut l'usine Renault, de 1980, en bas la scène musicale, en 2017. L'île Seguin, 11,5 hectares, située dans un méandre de la Seine, entre Boulogne-Billancourt et Meudon, a accueilli de 1929 à 1992 l'usine automobile Renault, avec 30 000 employés. À la suite de la fermeture de l'usine en 1989, les bâtiments ont été détruits en 2004-2005. Les nombreux débats sur l'avenir de l'île ont conclu à requalifier cette friche industrielle en un pôle dédié à la culture et à l'art, dont l'emblème est la scène musicale, voir photo ci-dessus, inaugurée le 21 avril 2017. Premier sujet type, un territoire industriel en reconversion. Alès, échelle 1/25 millième, 2840 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le sud-est de la France, Massif central, au contrefort des Cévennes, vallée de la Cèze, du Gardon d'Alès, à 40 km au nord-ouest de Nîmes, au nord de l'axe Montpellier-Nîmes-Avignon. La région Occitanie, département du Gard. La carte est structurée par des logiques de discontinuité spatiale entre les Cévennes au nord-ouest, 200 à 700 mètres d'altitude, la plaine d'Alès au centre et au nord-est, 120 à 230 mètres d'altitude, et le plateau des Garrigues de Luçon, dominé par le mont Bouquet, à 629 mètres d'altitude à l'est. Mes mots pensaient à définir territoire, industrie et reconversion. Problématique. Un ancien territoire minier fragmenté par une reconversion industrielle en demi-teinte. 1. Un territoire cévenol marqué par le déclin de l'activité minière. L'industrie charbonnière a profondément structuré l'espace, le long des vallées, Gardon d'Alès, Galaison, Ozonay, Cèze. L'industrie minière structure les paysages, avec des puits et des terrils, le peuplement avec des cités, et les transports. L'exploitation du bassin est dynamisée au XIXe siècle par l'industrialisation et le chemin de fer. Elle donne naissance à une culture et une identité sociale forte. Des vallées marquées par le déclin minier et la faible reconversion industrielle. Le déclin de l'activité houillère associé à la transition énergétique provoque la fermeture des sites depuis les années 1980. L'isolement des vallées, éloignement des grands axes de communication, limite l'installation de nouvelles activités industrielles. Un territoire répulsif, en voie de désertification. Les faibles perspectives économiques de la zone minière en renforcent le chômage et l'immigration vers les métropoles. Territoire du risque associé aux épisodes cévenols. 2. Des tentatives de reconversion industrielle portées par l'agglomération d'Alès. De l'industrie extractive à l'innovation. Un redéploiement des activités dans la plaine d'Alès.
Parcs industriels implantés dans la périphérie de l'agglomération, ZI de Croupillac, de Bruège et de Salindre. Développement technopolitain. Activités innovantes. SPL, écoactivité et sport mécanique. En lien avec l'école des mines d'Alès. Pôle de compétitivité labellisé. Industrie chimique enfin à Salindre. Une reconversion industrielle qui se traduit par une forte périurbanisation. Banlieue distendue et généralisée. Étalement urbain en tache d'huile autour de l'agglomération d'Alès avec des lotissements et un mitage de l'espace rural. Une patrimonialisation de l'espace minier qui vise à redynamiser les vallées cévenoles. Muséification d'anciennes mines, comme le musée du mineur. Écomusée. Sauvegarde d'une identité ouvrière et industrielle, en complémentarité avec le tourisme vert du PN des Cévennes. Revégétalisation et reboisement. 3. Une reconversion encore fragile et limitée. Une zone encore périphérique dans l'économie régionale. Alès subit la concurrence des métropoles du Sud, Montpellier, Nîmes, et se situe à l'écart des grands axes de circulation, sillon rhodanien, littoral méditerranéen. Depuis 2011, formation d'un pôle métropolitain Nîmes-Alès pour renforcer leur attractivité, avec du marketing territorial. Une reconversion qui pose des problèmes environnementaux et paysagers. Le mitage des zones agricoles en crise prennent le pas sur la polyculture et la viticulture méditerranéenne peu dynamique. Renforcement également du risque industriel et minier. Une reconversion enfin qui n'intègre pas les marges, les Cévennes et les Garrigues. Espace du vide, versant Cévenol et Garrigues au sud-est. Dédié à la sylviculture et aux loisirs, sentiers, vol à voile, village vacances. Conclusion, une reconversion industrielle fondée sur l'implantation d'activités innovantes polarisées par l'agglomération d'Alès. Une faible intégration des anciens espaces miniers qui demeurent répulsifs. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, une carte sous-titrée « Une reconversion limitée des territoires miniers cévenols ». Cette carte de la Grande Combe, un ancien territoire minier et désenclavé, est aujourd'hui en déprise et isolé. On voit l'urbanisation en fond de vallée, avec sa voie ferrée dont la gare a été créée dès 1839 pour la mine. La vallée du Gardon d'Alès, où se trouve la ville de la Grande Combe, présente des axes de circulation, routes et voies ferrées. Alès étant 14 km au sud. Les logements ouvriers, des cités, en bordure de la ville sont encore présents. Les hauteurs environnantes présentent d'anciens sites d'extraction, mines, puits et fosses. Dans ce contexte, la reconversion demeure bien limitée, avec un site minier reconverti en musée, un sentier et une patrimonialisation de sites miniers avec des loisirs associés au tourisme vert et au PNN des Cévennes, mais ceux-ci demeurent très en retrait de la ville de la Grande Combe. La figure 2, un développement de la plaine d'Alès associé à la reconversion industrielle, mais qui n'est pas sans risque. Sur cette carte, on observe une reconversion industrielle qui dynamise la périurbanisation, avec un étalement urbain fort dans la plaine et un mitage des anciens espaces agricoles. La plaine est structurée autour d'axes de circulation, voies ferrées et routes, qui polarisent l'extension urbaine. Les sites de l'ancienne usine d'aluminium de Péchinet est toujours très pollué, avec des eaux et des sols contaminés. Enfin, une industrie chimique s'est implantée, site classé Céveso. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le document 1, un modèle alésien. Source, 7e édition de la Semaine de l'Industrie, dossier de presse 2017. Alès Agglomération, le modèle alésien en faveur de l'industrie. Fort de filières d'excellence, d'entreprises pionnières et innovantes. Alès Agglomération a su se tourner vers des secteurs porteurs et favoriser l'implantation de pépites entre guillemets. Troisième pôle industriel de la région Occitanie, l'agglomération est le seul territoire régional avec deux systèmes productifs locaux, le SPL écoactivité et le SPL sport mécanique. Elle a été élue deuxième meilleure agglomération de France pour entreprendre en 2016, selon le magazine L'Express Entreprendre, en initiant une politique partenariale originale avec l'ensemble des acteurs économiques locaux. L'agglomération d'Alès a su dépasser les difficultés organisationnelles, souvent résumées en principe du millefeuille administratif, pour mettre en place un véritable écosystème entrepreneurial, aujourd'hui reconnu à travers la France et efficace pour les entreprises. La création d'un guichet unique pour les porteurs de projets, Alès Myriapolis, le travail main dans la main mené avec la CCI Gare, les synergies initiées avec IMT Mines Alès sont autant d'exemples significatifs d'un territoire qui construit son avenir économique avec détermination. Cet extrait est suivi de la répartition des entreprises industrielles sur le bassin d'Alès par secteur d'activité en nombre d'entreprises.
Pour le travail du bois, industrie du papier 5%, production et distribution d'électricité 19%, métallurgie 7,2%, industrie textile et habillement 2%, industrie manufacturière 22,6%. Enfin, industrie extractive 2,1%, industrie du caoutchouc et autres 6,4%, chimique 2,8%, alimentaire 27,8%, eau, assainissement, déchets 3,9%. Enjeu du document. Ce document, promotionnel, a été élaboré par la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, du Gard, à l'occasion d'une opération de communication, la Semaine de l'industrie. Les nouveaux territoires de l'industrie, SPL, y sont mis en valeur pour témoigner d'une reconversion du bassin associée à une bonne gouvernance, entre guillemets, coopération des acteurs privés et publics, avec la participation de l'école des mines. Ce document permet d'identifier les activités présentes dans les zones industrielles de la plaine, alimentaire, manufacturière. Toutefois, les références au classement du magazine L'Express est incomplète et biaisée. Alès est certes classé à la 2e position, mais pour la catégorie des agglomérations moyennes, entre 70 000 et 100 000 habitants, derrière Quimper et avant Bourges. L'attractivité d'Alès est en fait très relative. Document 2. Population et revenus par commune. Source INSEE. Sur ce document, on peut voir d'abord une carte avec la population municipale au 1er janvier 2014 et leur évolution annuelle entre 2009 et 2014, selon l'INSEE 2016. Elle va d'une évolution annuelle moyenne entre 2009 et 2014 de 1,5 ou plus à moins 1%. Est aussi indiquée la taille de l'agglomération. Cette carte est accompagnée d'un petit b avec population et revenus par commune pour l'INSEE 2023, comparant Alès, Salindre et la Grand Combe. La population en 2020 était respectivement de 42 867, 3 651, 4 955. La densité de population en 2020, en nombre d'habitants au kilomètre carré, était de 1850,9 pour Alès, 316,7 pour Salindre, 412,6 pour la Grand Combe. La part des ménages fiscaux imposés en 2020, en pourcentage, était de 32% à Alès, 36% à Salindre, 18% à la Grand Combe. La médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2020 était de 17 630 à Alès, 19 680 pour Salindre, 15 180 pour la Grand Combe. Le taux de pauvreté était respectivement en 2020 de 28%, 19% et 39% pour la Grand Combe. Enjeu du document. La carte de l'INSEE témoigne de la situation marginale d'Alès, à l'écart des grands axes de communication régionaux, littoral méditerranéen et sillon rhodanien. C'est également une agglomération de moindre envergure, ce qui explique le projet de créer un pôle métropolitain avec Nîmes, pour essayer de résister à l'attractivité de Montpellier. La création de la région Occitanie, en 2014, faisant de Toulouse le principal pôle régional, éloigne et marginalise encore davantage Nîmes et Alès. À l'échelle du bassin d'Alès, la ville, centre et les périphéries cévenoles perdent des habitants au profit des communes périurbaines de la plaine. Les fortes inégalités économiques opposent les anciennes zones minières répulsives, comme la Grand Combe, plus pauvres, 39% de la population, aux territoires industriels plus dynamiques, comme Salindre, disposant d'un revenu moyen supérieur et d'un taux de pauvreté très inférieur, 19%. Les questions types. 1. À qui appartient le sous-sol en France ? Un propriétaire possède un terrain et son sous-sol, sauf s'il recèle des ressources minières ou pétrolifères. Selon le Code minier de 1810, celles-ci appartiennent à l'État. 2. Depuis quand exploite-t-on le charbon dans les Cévennes ? L'exploitation des veines souterraines date du XIXe siècle et succède à la collecte du charbon présent dans des filons affleurants. L'industrialisation stimule le développement des mines, reliées par les premières voies ferrées, entre la Grand Combe et Beaucaire, dès 1839. En 1946, les houillères de bassin des Cévennes sont nationalisées et comptent 20 000 ouvriers à la fin des années 1950. Le recours à d'autres sources énergétiques fossiles, pétrole, uranium, provoque un déclin rapide des mines à partir de 1985. 3. À quel risque étaient confrontés les mineurs ? Les catastrophes minières sont liées aux affaissements miniers ou à la présence de poches de gaz dans le sous-sol, pouvant provoquer un coup de grisou, soit une explosion, comme à Courrières en 1906, qui fit 1099 morts. Dans les Cévennes, les crues des rivières peuvent provoquer l'inondation des mines, accident évoqué dans le roman Sans famille d'Hector Malot. Les mineurs de charbon étaient également exposés à la silicose, maladie pulmonaire associée à l'inhalation de particules de silice. 4.
Qu'est-ce qu'un épisode cévenol? Il désigne un orage violent qui affecte les Cévennes et leur piémont méridional. Il se caractérise par une accumulation nuageuse en provenance du golfe du Lion et des vents venant du sud, générant de fortes pluies, de 100 à 400 mm, parfois 700. Les orages provoquant des crues importantes et constituant un risque majeur. 5. À quoi le toponyme grotte des Camisards, au nord du mont Bouquet, fait-il référence? Les Camisards sont les protestants français venus se réfugier dans les Cévennes après la révocation de l'édit de Nantes de Louis XIV en 1685. Le terme Camisard vient de l'occitan et désigne la chemise portée par ces artisans et paysans lors de la guerre des Cévennes au début du XVIIIe siècle. On observe la présence de temples protestants dans les vallées des Cévennes. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles, formes et enjeux de la reconversion industrielle. Carte IGN Douai, Rouvroy, Vitry en Artois, 2506 SB. Autres sujets possibles, l'industrie comme avenir. Carte IGN Hénin-Beaumont, Carvin, Le Forêt, 2505 SB. Autres sujets possibles, paysage et identité d'un ancien territoire minier. Carte IGN de Caseville, Marcillac, Vallon, 2338 SB. Enfin, autre sujet possible, les espaces productifs. Carte IGN Autun, Le Creusot, 2925 SB. Vient ensuite un focus. Quel avenir pour les terrils? Formes emblématiques des paysages des anciens bassins miniers. Les terrils et les crassiers, amas de terres et de pierres liés à l'extraction, ont longtemps été associés au déclin économique et aux dégradations environnementales minières. Les friches, considérées comme des cicatrices du paysage. Ces terrains pauvres sont aussi des facteurs de risque, affaissement, érosion, voire combustion spontanée de résidus riches en charbon, comme à Alès en 2004. Cette image négative a favorisé l'aplanissement de certains de ces reliefs, dans le cadre d'opérations d'aménagement destinées à la reconversion des territoires miniers, à Longwy, avec la création d'un parcours de golf, ou encore à leur transformation en infrastructure de loisirs, piste de ski artificielle à Neux-les-Mines, parc de loisirs à Carmaux. La période de l'exploitation minière s'éloignant, les représentations de ces territoires évoluent. Les infrastructures et les paysages miniers sont considérés aujourd'hui comme des éléments du patrimoine industriel qui doivent être préservés, comme avec le musée du mineur à la Grand-Combe, musée de la mine à Carreau-Wendel, à Petite-Rosselle en Lorraine. Ce renversement des représentations des paysages industriels s'inscrit dans un processus mondial. En témoigne l'inscription en 2012 du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre de « paysage culturel » entre guillemets, œuvre conjuguée de l'homme et de la nature, dit également. Cette patrimonialisation permet de s'interroger, comme le propose la géographe Camille Mortelette dans sa thèse soutenue en 2019 concernant le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, sur l'appropriation habitante de ces projets et les paradoxes entre la mise en récit du territoire, en référence au passé, et les perspectives d'avenir qu'il donne à la population locale. Ce focus est accompagné de 2 photos, d'abord le crassier de Longwy en 1978, et une deuxième avec le même endroit rasé puis transformé en golf 30 ans plus tard. Autre sujet type, la littoralisation de l'industrie. Port Saint-Louis-du-Rhône, PNR de Camargue, échelle 1/25 millième, 3044 OT. Localisation et caractérisation. La carte se situe dans le sud-est de la France, la Camargue, delta du Rhône, plaine de l'Accro, golfe de Fos-sur-Mer. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Bouches-du-Rhône. La carte est structurée en 4 espaces. Le premier, un avant-pays maritime très étendu, en lien avec la ZIP de Fos-sur-Mer. Deuxièmement, une côte sous-exploitée, formée de lits d'eau et de flèches sableuses. Troisième espace, 2 arrière-pays agricoles et peu peuplés. À l'ouest du Grand Rhône, la Camargue qui prend 2 formes. Au nord, la Camargue fluvio-lacustre, d'eau douce. Et au sud, la Camargue laguno-marine, d'eau salée. Et le 4e espace, pour le 2e arrière-pays donc, à l'est du Grand Rhône, la plaine humide de la Crau. Mes mots, pensez à définir littoralisation, industrie et faites le lien avec la maritimisation. Problématique, une industrialisation tournée vers l'avant-pays maritime, au détriment de la côte et de l'arrière-pays. 1. D'une zone humide rurale et vide à une des plus importantes ZIP d'Europe, tournée vers l'avant-pays maritime. Dans un contexte de maritimisation de l'économie, avec l'État qui lance la DATAR, aménage sur un terrain avantageux, vide, plat, les grèves de l'Accro, la ZIP de Fos-sur-Mer en 1963 à 1968. Cela entraîne une modification du trait de côte, un dragage, une viabilisation des terrains,
une infrastructure de transport. Ensuite, une industrialisation diversifiée et massive. La sidérurgie sur l'eau, les usines pétrochimiques, les terminaux de gaz, le pétrole, vrac et les conteneurs. Cela entraîne une très forte emprise au sol. Le commerce international qui ouvre l'avant-pays maritime au monde. Le site devient la première ZI française, avec 10 000 hectares et 40 000 emplois. Une industrialisation tout de même limitée. Par les crises pétrolières de 1973, 1979 et en 2008, et le manque d'infrastructures de transport rapide entraîne une colonisation industrielle incomplète, avec des zones vides par rapport aux prévisions. 2. Un avant-pays maritime en opposition avec la côte et l'arrière-pays. Habiter dans la ZIP, un risque sanitaire, des habitations à 300 mètres des cheminées de la raffinerie, pollution de l'air et pollution olfactive forte sur des zones classées Céveso, avec une pollution aux microparticules dangereuses. Des occupations pour compenser entre guillemets les nuisances sont aménagées, ports de plaisance et plages. Des aménités peu exploitées, paysages de la Camargue, étangs, rizières, chevaux, flèches sableuses offrant de longues plages, mais les pollutions visuelles et olfactives empêchent la mise en tourisme. Presque aucune infrastructure touristique est présente. Une mise en valeur agricole ancienne de la côte et de l'arrière-pays, mais fortement limitée. Assèchement de la Camargue au Moyen-Âge par des moines, pour cultiver riz, vignes et céréales et produire du sel. Intensification agricole à partir des années 1960, mais limitée par la concurrence de la ZIP et par des pollutions des eaux, des sols et de l'air. L'IGP, riz de Camargue, les vergers et les salins sont menacés. 3. Une ZIP en quête de compétitivité et de durabilité. Une conciliation compliquée. Une volonté d'extension du port nécessaire pour rester compétitif à l'échelle mondiale, avec l'extension Fosse 2XL et les projets de nouveaux terminaux 3XL et 4XL. Des conflits inéluctables entre d'un côté les industriels soutenus par l'État et de l'autre les habitants ainsi que les producteurs agricoles dont les terres sont polluées. Troisièmement, des tentatives de protection nécessaires mais encore limitées. Le PNR Camargue et 6 réserves naturelles pour conserver la grande biodiversité. Butoirs étoilés, nettes rousses ou cendrées, des zones tampons végétalisées entre les usines. Conclusion, une nécessaire remise en question du modèle de la ZIP qui tarde à voir le jour. Ce sujet est accompagné de 3 figures. La première, une carte sous-titrée « L'industrialisation massive, diversifiée mais incomplète, tournée vers l'avant-pays maritime », avec la raffinerie de pétrole, transformation sur place, ce qui confère une plus forte valeur ajoutée. Une usine sidérurgique, ArcelorMittal, avec une aciérie de haut de gamme, des usines chimiques, très forte valeur ajoutée, et une zone logistique, du conteneur au camion, et également du stockage pétrolier. On trouvera les communications nécessaires à cette industrie avec la gare de fret, des routes, et l'absence d'autoroute, qui entraîne un engorgement. Quelques aménagements avec des darses pour accueillir les supertankers et les porte-conteneurs géants, Dars numéro 2 mesurant 250 hectares, permettent aussi ce transport. Restent enfin des territoires non aménagés, des zones tampons d'espaces vides qui manquent d'investissement et qui peuvent être le lieu de projets d'extension. La deuxième figure, une mise en valeur agricole ancienne et intensive de l'arrière-pays limitée par la ZIP, nous montre les zones protégées avec le PNR, la riziculture protégée, aidée et à forte identité avec l'IGP et le musée du riz. La zone comprend une diversification avec des vignes et des vergers, possible grâce à la riziculture qui permet de dessaler les sols. On trouve également de grandes serres avec des silos pour la diversification et intensification de l'agriculture. De l'eau est pompée dans le Rhône pour l'irrigation des rizières et les grandes parcelles rizicoles et céréalières sont productives mais fragilisées par la concurrence et les pollutions industrielles. En plus de l'industrie, on trouvera également des aléas de submersion extrêmes avec l'altitude qui est inférieure à 1 mètre sur cette carte. Enfin, la figure 3, habiter une ZIP, des aménités, emploi, mer, au prix des risques et des pollutions, nous montre la grande raffinerie avec des cheminées, une gare de triage, une pollution de l'air, des eaux, des sols et des nuisances olfactives et visuelles. Les aménagements d'une station balnéaire pour apporter des aménités et attirer les travailleurs, avec cependant une vue sur les usines et la pollution, juste au sud de Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer jouxte à la fois cette raffinerie et la station balnéaire. Les habitations sont entre 300 mètres et 1 km des sites industriels. De l'autre côté de la ville se trouve directement la mer, avec des salins menacés par les pollutions, au-delà desquels se trouve une butte avec une colline aménagée de promenade, mais qui donne vue sur les usines.
Fos-sur-Mer est ainsi enserrée entre la station balnéaire et la raffinerie et présente souvent à la fois des conflits d'usage entre production non industrielle, tourisme et industrie et étalement urbain. Ce sujet est accompagné de 2 documents, avec le premier, les projets pour la ZIP de Fos-sur-Mer, source, Port automobile de Marseille. Il s'agit d'un schéma des terminaux à conteneurs de Fos District Port, Container Terminal de Fos District Port. Sur ce schéma de la DARS 2 et 3 de Fos-sur-Mer, on peut voir les installations existantes et les projets prévus. Enjeu du document. 3 projets d'agrandissement visant à augmenter la capacité portuaire en conteneurs, Fos 3XL et Fos 4XL, et du District Port, la zone logistique. Les projets 3XL et 4XL ont été plusieurs fois reportés depuis le lancement de l'étude en 2007, car 2XL, la première extension, n'a pas attiré suffisamment d'investisseurs. En témoigne l'échec de l'installation du fabricant chinois de pneus verts, entre guillemets, Kechen, qui renonce en 2023 à un investissement de 110 millions d'euros, officiellement en raison de l'actualité géopolitique européenne. Si le port bat son record en 2021 avec 1,5 million d'EVP traités, le trafic est néanmoins soumis à une importante fluctuation. La crise en mer Rouge en 2024 et le contournement du canal de Suez par les navires marchands affectent particulièrement le port. Les projets d'extension augmentent le trafic des porte-conteneurs géants et proportionnellement augmentent aussi les risques maritimes. Le comblement des espaces tampons renforce les risques. La zone est très sensible à l'aléa de submersion en cas de montée générale des eaux. Ces projets soulèvent la contradiction entre la compétition mondialisée et le développement durable. Document 2, ouvrez les guillemets, à Fos-sur-Mer, au milieu des usines, une vie empoisonnée. Fermez les guillemets. Source, Stéphane Place, dans TV5 Monde le 24 février 2021. Extrait, selon une étude rendue publique le 12 février 2018, des polluants à haute dose ont été retrouvés dans certains aliments cultivés près de la zone industrielle du golfe de Fos, dans le sud de la France. Les habitants viennent de saisir la justice pour mise en danger de la vie d'autrui et troubles anormaux du voisinage. L'ADPLGF, Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos, a décidé de piloter une étude sur 7 produits AOC de l'ensemble du territoire de l'ouest de la Provence, jouxtant cette zone industrialo-portuaire, afin de déterminer leur teneur en substances dangereuses pour la santé. Résultat, les échantillons de viande de taureau et les œufs dépassent le seuil réglementaire en dioxine, des polluants organiques très toxiques. Sont visés notamment ArcelorMittal. D'après le quotidien Le Monde, qui a pu consulter un rapport d'inspection environnementale daté d'octobre 2017, la plus importante installation de Fos-sur-Mer enregistre d'importants dépassements de rejet de benzène, un gaz cancérigène, depuis 2016. Depuis 10 ans, les études de santé menées dans les environs de Fos-sur-Mer sont alarmantes. La dernière en date, l'étude Fos EPSEAL, publiée début 2017, montre qu'il y a 2 fois plus de cancers, d'asthme et de diabète qu'ailleurs en France. Pourtant, Vasco Rodriguez, membre de l'ADPLGF, affirme « Personne ne veut que les industries disparaissent, nous voulons juste qu'elles se mettent aux normes. » Fin de citation. Enjeu du document. Les multiples pollutions, air, eau, sol, industrielles menaçant les activités agricoles et notamment la labellisation, l'AOC, de ces activités, tout comme la santé des habitants, 100 000 en tout dans le golfe de Fos, cancer, diabète, asthme. Cela conduit à des conflits, batailles juridiques lancées par la mairie de Fos-sur-Mer, soutenue par l'association ADPLGF, Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos. La difficulté est de trouver la source exacte de la pollution, tant les acteurs sont nombreux, et de prouver l'origine précise des maladies. Les questions type 1. Pourquoi la création de ZIP? À partir des années 1960, la France produit beaucoup moins de métaux lourds. La nécessité d'importer incite alors l'État à délocaliser les industries lourdes vers la mer pour minimiser les coûts de transport. De plus, la maritimisation de l'économie, augmentation des échanges par voie maritime, marquée par la conteneurisation, oblige à créer des installations plus vastes et avancer sur la mer pour accueillir les porte-conteneurs géants, 400 mètres de long, 21 000 EVP, tirant d'eau 16 mètres. 2. Quels sont les autres ZIP? 4 ZIP ont été créés, Saint-Nazaire, Dunkerque, Le Havre et Fos-sur-Mer. 3. Qu'est-ce qu'une darse? C'est un bassin creusé, artificiel, pour permettre l'amarrage des bateaux. Certaines sont complétées par des brise-lames et des jetées, permettant d'avancer sur la mer. L'ensemble des darses forme le bassin portuaire. 4. Comment est née la culture du riz en Camargue?
La riziculture en Camargue connaît un premier développement au XVIe siècle. Elle est d'abord utilisée pour dessaler les sols, par inondation en eau douce, et nourrir le bétail, avec l'arrivée des travailleurs forcés vietnamiens, de 1941 à 1952. Elle s'étend et s'oriente vers la qualité. Elle s'intensifie après la perte de l'Indochine française, en 1954. La France doit produire plus de riz. Grâce à des subventions massives, PAC et l'État, elle obtient une IGP, riz de Camargue, en 1998. On compte environ 200 riziculteurs en 2015. 5. À quoi sert l'élevage de taureaux en Camargue? Il sert d'abord à fournir des animaux pour les courses de taureaux, dont la course camarguaise, dans l'arène à Fos. Les vaches de réforme, les génisses et les taurillons, non retenus pour les courses, sont vendus pour la boucherie. Sa viande bénéficie d'une AOC depuis 1996. 6. Qu'est-ce qu'un delta? À l'origine, servant à décrire uniquement la forme de la région côtière du Nil, il définit depuis le XIXe siècle une forme d'accumulation sédimentaire, construite par un fleuve à son embouchure. Il comprend une partie aérienne, marquée par une anastomose du fleuve, exemple avec le Petit et le Grand Rhône en Camargue, et une partie sous-marine. Il constitue un écosystème fragile, riche en biodiversité. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles, industrialisation et mondialisation. La carte IGN Dunkerque, Gravelines 2302 SB. Autres sujets possibles, le port et son arrière-pays. Carte IGN Le Havre, Étretat, PNR des Bouches de la Seine normande, 1710 ET. Autres sujets possibles, l'industrialisation de l'Ouest français. Carte IGN Saint-Nazaire, PNR de Brière, 1022 ET. Enfin, autre sujet possible, industrialisation et protection du littoral, carte IGN Lorient, île de Groix, 0720 ET. Vient enfin un focus sur les zones classées Seveso en France. En 1976, la catastrophe de Seveso en Italie du Nord, nuage de dioxine échappé d'un réacteur chimique, a donné naissance à la première directive Seveso, CEE 1982. L'objectif de cette législation est de prévenir des accidents majeurs, explosions, incendies, fuites de substances toxiques dans l'air ou dans l'eau entraînant un danger grave, ou d'en réduire les conséquences. Cette directive a été renforcée en 1996 par Seveso II et modifiée en 2003 après l'accident de l'usine AZF à Toulouse. En 2001, 31 morts. Une nouvelle directive Seveso III en 2015 renforce encore davantage les exigences en matière de sécurité. Les sites Seveso sont classés en 2 niveaux de risque, seuil haut et bas. Et la loi comporte de nouvelles obligations pour les établissements industriels, parmi lesquels la notification sur Internet de la nature des substances stockées et des risques associés. On compte en 2023 1312 sites Seveso, dont 705 sites seuil haut. C'est en Seine-Maritime qu'ils sont les plus présents, 59 sites. Devant les Bouches-du-Rhône, 54, puis l'Isère et le Nord, 49 et 46. Néanmoins, cette prévention des risques technologiques ne prévoit que peu de mesures concernant les pollutions industrielles, et donc les risques sanitaires. Ce focus est joint de la photo de l'explosion sur le site pétrochimique de Lyon-d'Elbazel à Berlétan, le 14 juillet 2015. On y voit un grand panache de fumée émanant du site pétrochimique. Autre sujet type, campagne technopolitaine et enjeux paysagers à Sophia Antipolis, à Cannes, Grasse, Côte d'Azur, échelle 1/25 millième, 3643 ET. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le sud-est de la France, littoral méditerranéen, Côte d'Azur, massif de Grasse, dans les Préalpes, massif du Tanneron à l'ouest et de l'Estrelle au sud-ouest, massif du Terme Blanc, vallée du Var et de la Siagne, pays de Grasse, proche de Nice. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département des Alpes-Maritimes. La carte est structurée en 3 espaces. D'abord l'espace côtier, marqué par les plus fortes densités, l'arrière-pays collinaire, marqué par un mitage très important, et l'arrière-pays montagneux, à plus de 600 mètres d'altitude, plus préservé. Mémo, pensez à définir, campagne, technopôle et paysage. Problématique, un technopôle créé au cœur d'une campagne provençale et qui en recompose la ruralité. 1. Le quartier latin Auchan, via la source P. Lafitte en 1960. D'abord, un site marqué par sa diversité paysagère, avec des côtes, forêts, vallées profondes, le Loup, la Cagne, la Siagne, bordure karstique du plan de Grasse, un climat méditerranéen très attractif, héliotropisme, espace proche de Nice, bonne accessibilité avec l'autoroute A8 reliant Aix-en-Provence à la frontière italienne, une voie ferrée, un aéroport international, celui de Nice,
mais suffisamment éloigné pour profiter du prix foncier moindre lors de l'implantation du parc. Un territoire de l'innovation, pôle de compétitivité, principe de la fertilisation croisée, entre universités, centres de recherche et entreprises, qui intègrent cette campagne à l'échelle mondiale. Enfin, un technopôle qui vient s'ajouter aux activités industrielles préexistantes. Industrie du parfum à Grasse, filière industrielle du luxe, qui devient pôle de compétitivité en 2005, l'aéronautique, puis l'aérospatiale à Cannes-Mandelieu, siège social de l'entreprise Thales Alenia Space. 2. Un espace rural métamorphosé par l'installation du technopôle, avec un arrière-pays saturé, très forte densité du bâti, mitage et urbanisation, conséquence des aménités paysagères, panorama calme. Ainsi, les constructions aisées se situent sur les sommets des collines et les versants orientés au sud, les industries et habitats collectifs étant dans les fonds de vallée. Une explosion démographique, avec Volbonne, qui comptait 900 habitants en 1960 contre 13 200 en 2018. La densité de population est de 683,5 habitants au kilomètre carré, ce qui entraîne une grande hausse du prix du foncier. Urbanisation de l'arrière-pays aussi, en lien avec la saturation totale de l'espace côtier. Plus précoce, développement du tourisme dès la fin du XIXe siècle, avec un héliotropisme. Disparition des paysages ruraux, enfin, avec disparition de l'agriculture, défrichement au profit d'un espace périurbain, voire urbain, pour Sophia Antipolis, peut être qualifiée de technopole, puisqu'elle est devenue une ville à part entière, qui donne lieu à de nouvelles formes de ruralité portées par des néo-ruraux, des cadres supérieurs en l'occurrence. 3. Un territoire entre risque, protection et ségrégation. Un espace fragilisé, avec des aléas, l'érosion, les inondations, des incendies et de potentiels séismes. Ils sont devenus des risques majeurs du fait de l'installation massive de populations et d'activités stratégiques. Des mesures de protection sont prises. Charte environnementale en 2008, PNR des Préalpes d'Azur en 2012, parcs naturels départementaux, celui de Brac et de Valmac, et des forêts domaniales. Enfin, un espace qui favorise l'entre-soi. L'activité industrielle de pointe attire essentiellement des cadres et des ouvriers qualifiés, induisant le développement de zones résidentielles aisées, essentiellement pavillonnaires, et donc des formes d'exclusion et de ségrégation. Conclusion, un espace rural devenu périurbain du fait de l'installation du technopôle, mais qui, en dépit du développement économique qu'il connaît, est aujourd'hui un territoire à risque et à faible mixité sociale. Ce sujet est accompagné de 3 figures. La première, le technopôle de Sophia Antipolis et le mitage de la campagne provençale. Au milieu se trouve le technopôle de Sophia Antipolis, implanté sur les collines boisées. Au nord, des zones exclusivement pavillonnaires avec un mitage important de l'espace autour du technopôle. Plus proche de la mer, l'espace côtier urbanisé préalablement, qui mène vers l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur, et la 8 reliant Aix-en-Provence à Nice et à l'Italie. On trouve néanmoins entre le technopôle et les zones pavillonnaires un couvert forestier et des environnements préservés, avec des parcs départementaux pour attirer entreprises et cadres. La figure 2, une topographie au service d'un mitage résidentiel aisé et sélectif. Cette carte plus resserrée sur une marge du technopôle de Sophia Antipolis montre le parc départemental avec ses paysages préservés pour attirer les cadres et leur offrir un espace de vie agréable. Et au-delà, les flancs sud, avec des habitats espacés et des zones résidentielles très aisées. Les lotissements, repliés sur eux-mêmes avec un entre-soi favorisé, donnent des formes de résidence fermées. Les nombreux versants orientés vers le sud sont propices à ce développement pavillonnaire aisé. Pour la figure 3, le parfum à Grasse, un système productif ancien devenu innovant, on peut observer les espaces agricoles traditionnels pouvant abriter la floriculture, des serres de culture intensive avec des fleurs à parfum, autour le mitage de l'espace réduisant fortement la surface dédiée à la floriculture, le tout aux abords de Grasse, offrant une synergie entre l'agriculture et l'industrie, dont l'industrie du parfum transforme des fleurs en essences odorantes assemblées en parfum. Ce sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, portrait d'une technopole au cœur de la Côte d'Azur. Première technopole européenne, Sophia Antipolis, initiée en 1968 par le sénateur Pierre Lafitte, est née autour d'une idée forte, la fertilisation croisée entre guillemets, entre chercheurs, enseignants et industriels. Devenue une référence mondiale en matière d'innovation, elle compte 2230 entreprises, qui emploie 36 300 personnes issues de 63 nationalités différentes, qui côtoient 4000 chercheurs et 5000 étudiants. Cet extrait, tiré du site www.sophia-antipolis.org, est accompagné d'une photo aérienne de la côte. Enjeu du document.
Sofia Antipolis est un bassin d'emploi majeur dans les Alpes-Maritimes, département concentrant 490 900 actifs pour 1 097 000 habitants en 2020. Le pôle de compétitivité a un rayonnement international, puisqu'il attire des capitaux, des étudiants et des travailleurs étrangers en mobilisant son cadre géographique exceptionnel et son accessibilité européenne. Les objectifs du Technopôle, énoncés par son fondateur Pierre Lafitte, réunir chercheurs, enseignants et industriels, sont donc atteints et font de Sofia Antipolis la première technopole d'Europe. Employé au féminin, ce terme désigne un pôle urbain spécialisé dans les hautes technologies et capable de générer un développement régional et national, à l'image de la Silicon Valley. Document 2. Le processus de ghettoisation à Sofia Antipolis. Source: Le succès est sa rançon, par F.X. Bezelu dans l'Express, le 14 mars 2002. Ouvrez les guillemets. Pour ce franco-canadien, la technopole, qui s'étend sur un vaste plateau de 2300 hectares au-dessus d'Antibes, représente le point de chute idéal. Nous voulions habiter dans une région agréable à vivre, où règne une ambiance internationale et avec un bassin d'emploi qualifié suffisamment important pour que mon épouse, informaticienne, puisse trouver un job, explique-t-il. Leur villa, sur les hauteurs de Roanne-les-Pins, est à moins de 15 minutes de leur bureau, et leurs 2 enfants peuvent suivre, pour une somme modique, une scolarité bilingue au Centre international de Valbonne, CIV, dépendant de l'Éducation nationale, situé au plein cœur de la technopole. Mais la spécialisation régionale a ses inconvénients. Cette énorme communauté de scientifiques, pour la plupart venus d'ailleurs, a tendance à vivre en ghetto. La fracture parisienne entre travail et vie privée n'existe pas, note Eric Olenka. On fait du jogging dans les collines du parc entre midi et 2, on passe volontiers au bureau pendant le week-end, et surtout, on se voit entre collègues en dehors du boulot. Il est facile de ne fréquenter que des personnes de Sofia en s'inscrivant dans des clubs sportifs, comme le Country Club, ajoute Emma Maillard, responsable de la communication d'Amadeus. La tentation de rester entre communautés nationales est d'autant plus forte que chacune dispose de journaux dans sa langue, comme Riviera Reporter pour les anglophones ou Côte d'Azur Zeitung pour les allemands. Ce texte est accompagné d'une photographie du domaine de Clozone à Sofia Antipolis, avec des pancartes voie privée du domaine des Clozones. Attention, entrée interdite sans l'accord d'un résident. Portail sous surveillance vidéo, ne pas tenter de neutraliser les cellules sous peine de poursuite. Enjeu du document. La présence des cadres internationaux autour du Technopôle est motivée par la recherche d'un environnement agréable. Leur venue entraîne une augmentation des prix du foncier, villas de luxe, résidences fermées, et la mise en place de services spécifiques, école bilingue, country club. Dès lors, l'espace devient un espace réservé aux plus aisés, ce qui induit un processus de ségrégation socio-spatiale. Les espaces résidentiels, en périphérie du Technopôle, deviennent des ghettos pour riches, inaccessibles à toute autre population. Les communautés étrangères renforcent ce phénomène en se regroupant entre expatriés. Les questions types. 1. Pourquoi ce site a-t-il été choisi pour accueillir un technopôle? La proximité de Nice et de son aéroport international, de la Méditerranée, le climat très favorable des Alpes-Maritimes, fort ensoleillement, douceur hivernale, et les paysages diversifiés ont été des critères justifiant l'implantation d'un tel technopôle dans la région. 2. Quelles grandes entreprises sont présentes à Sofia Antipolis? Alcatel-Lucent, Bayer, Boiron, HP, Mercedes, Philips, Schneider Electric, Siemens, Thales, Toyota font partie des grandes entreprises présentes. 3. Quels sont les risques dans la vallée du Var et de la Siagne? Les vallées sont soumises à l'aléa d'inondation qui est particulièrement élevé lors des orages de l'automne et du printemps. Cet aléa est renforcé par l'urbanisation massive des vallées qui est responsable de l'imperméabilisation des sols. 4. Pourquoi l'industrie du parfum s'est-elle implantée à Grasse? L'industrie du parfum est implantée à Grasse en raison de l'importance de la floriculture, qui est favorisée par le climat doux et ensoleillé. Cette industrie a été développée dès le XVIe siècle, alors que l'activité principale de Grasse était la fabrication de gants. Les gants étaient parfumés afin de limiter les odeurs d'excréments, qui étaient utilisées pour tanner le cuir. 5. Quelles sont les plantes à parfum cultivées dans le pays de Grasse? La rose de mai, le jasmin, la tubéreuse, la violette, la fleur d'oranger, le mimosa et l'iris sont cultivés dans le pays de Grasse. 6. Peut-on dire que le relief est un atout ou une contrainte pour cet espace? Le relief apparaît comme un atout paysager. Les pentes sont aménagées pour être un atout. Les versants sud sont lotis pour des maisons bénéficiant d'un ensoleillement maximum. Ce phénomène renforce toutefois les processus d'érosion qui peuvent devenir alors un véritable risque pour les habitats et les populations. 7.
Quel est le modelé géomorphologique au nord de la carte? Il s'agit d'un modelé karstique. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible, un technopôle en périphérie de Paris. Carte IGN, Palaiseau, Arpajon, Forêt de Verrières, 2315 OT. Autre sujet possible, les dynamiques d'une campagne métropolitaine. Carte IGN, Grenoble, Chamrousse, Beldon, 3335 OT. Autre sujet possible, un territoire dédié à l'aérospatiale. Carte IGN, Toulouse, Forêt de Bouconne, 2043 ET. Enfin, autre sujet possible, l'industrie céramique, spécialité du passé et filière d'avenir. Carte IGN, Limoges, 2031 SB. Vient ensuite un focus sur la filière automotive à Sophia Antipolis, une course à l'innovation pour rester dans la compétition mondiale des technopoles. Sophia Antipolis, après avoir développé les secteurs informatiques et pharmaceutiques, voit ces filières évoluer. Cette évolution est le fruit d'une volonté des acteurs locaux qui cherchent à maintenir Sophia Antipolis à la pointe de l'innovation. Toyota a été le premier géant automobile à y installer en 2000 son centre de design européen. En 2017, Renault a installé le Renault Software Labs, unité cherchant à développer des logiciels embarqués pour créer la voiture autonome de demain. En 2018, c'est Mercedes-Benz qui a décidé de s'installer à Sophia Antipolis pour y développer un centre de design, mais aussi pour y implanter un bureau d'études sur les logiciels embarqués. Ces installations complètent celles d'Hitachi, de Bosch Vision Tech ou encore celles de Magneti Marelli entre 2013 et 2016, qui ont aussi choisi Sophia Antipolis pour y développer les technologies automobiles innovantes. Ces recherches sont à relier aux activités informatiques déjà existantes à Sophia Antipolis, ce qui montre l'importance des synergies induites dans le technopôle pour l'innovation et la recherche. Autre sujet type, paysage et patrimoine industriel du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Lens, Béthune, échelle 1,25 millième, 2405 SB. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le nord de la France, en Artois, dans la plaine de Flandre, extrémité sud-ouest de la plaine d'Europe du Nord. L'aire métropolitaine de Lille, à 40 km au sud-ouest de son centre. Les départements sont le Pas-de-Calais et le Nord, en région Hauts-de-France. La carte est structurée en 3 espaces. Premier espace, au sud de la carte, les collines de l'Artois, 80 à 180 mètres d'altitude. Au centre, le pays minier, très urbanisé qui s'étend de la Goële aux Pays-Bas de Béthune, 20 à 80 mètres d'altitude. Au nord de la carte, la plaine agricole de la Lys, LYS, 19 à 30 mètres d'altitude. Mes mots, pensez à définir paysage, patrimoine et bassin minier. Problématique. Comment les paysages du bassin minier témoignent-ils des recompositions différenciées des territoires, entre déprises et reconversions? 1. Le bassin minier, une plaine façonnée par son passé industriel. 3 siècles d'exploitation des gisements de houille ont modelé les paysages, des open fields, de plaines agricoles, de Flandre. L'extraction se greffe sur un territoire productif et modifie localement le relief par la création des terrils et des crassiers à proximité des fosses. La plaine est aménagée pour sa fonction industrielle. La filière structure le territoire. Extraction avec des puits et les fosses où s'agencent chevalement, tours et carreaux. Transformation dans les coqueries. Administration avec les sièges des compagnies, les réseaux logistiques, canaux, chemins de fer et routes. La forte identité industrielle favorise l'étalement urbain du pays noir. Les agglomérations se composent de vastes lotissements influencés par le modèle des cités-jardins. Les corons, cités ouvrières, s'agencent autour des gisements et sont dotés d'équipements collectifs, écoles, églises, stades. 2. Un paysage culturel. La patrimonialisation du bassin minier destiné à engager sa reconversion tertiaire. Classé par l'UNESCO au titre de paysage culturel, en 2012, le bassin minier connaît une réhabilitation de ses friches industrielles, érigées au rang de patrimoine matériel, social et culturel. L'inventaire et la rénovation des sites figent les paysages pour les rendre attractifs. La mise en tourisme d'un territoire bouleversé par le déclin minier est une stratégie de reconversion économique. L'inauguration du Louvre Lens en 2012 cherche à produire un effet Bilbao, sur le modèle du musée Guggenheim dans le Pays basque espagnol. Les pouvoirs publics misent sur la déconcentration culturelle et la requalification des friches pour développer une économie présentielle. La situation géographique du bassin minier et son excellente desserte par TGV et autoroute permet de viser les marchés du nord de l'Europe. 3. Des paysages de pauvreté, entre un maintien de l'identité industrielle et un creusement des inégalités régionales. La reconversion tertiaire demeure très localisée, sans opération d'urbanisme global. Les sites patrimonialisés et requalifiés pour les loisirs, pistes de ski artificiel à Neux-les-Mines, n'ont pas été suivis par une diversification économique du territoire.
L'offre touristique reste cantonnée à l'excursionnisme et aux loisirs régionaux. Des paysages de l'abandon. La réhabilitation des paysages miniers masque la permanence des paysages de pauvreté. Les difficultés économiques et sociales peuvent alimenter un vote contestataire polarisé par les extrêmes. La fonction productive reste fondamentale. Les zones d'activité, situées aux périphéries des agglomérations et sur les axes, Billy, Berclos, créent de nouveaux paysages productifs. L'agriculture des open fields du centre et du nord aménage la plaine. Conclusion. Conçue comme un levier de développement, la patrimonialisation des paysages miniers participe à une reconversion du territoire, mais son impact économique demeure limité. Les espaces productifs prennent la forme de parcs industriels et d'open fields agricoles. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, les paysages miniers de Lens, de l'aménagement urbain pour l'industrie à la reconversion tertiaire portée par le patrimoine. Le territoire comporte beaucoup d'éléments de l'ancienne extraction minière, avec les terrils jumeaux au nord, d'anciens sites miniers, la voie ferrée qui servait à l'industrie minière, et un canal. La ville comporte aussi des corons et des cités, développés au fil de l'industrie minière, ainsi qu'un stade et un ancien centre. Les autres équipements collectifs allaient avec ces habitations. Le renouveau se fait par l'apparition de diverses activités, avec l'Ouvre-Lens, un lieu de déconcentration culturelle et de requalification de friches, le GR du bassin minier, les pistes cyclables et l'ancienne mine et ses terrils requalifiés au sud de la ville. La figure 2, les paysages de la périurbanisation, productive et résidentielle. Cette carte du parc des industries Artois-Flandre concentre des activités industrielles et de services. On y voit autour d'autres industries, des lotissements, plus ou moins anciens, des open fields agricoles, une bonne desserte routière et à proximité de l'île, un espace périurbain attractif pour sa situation et ses activités économiques, et divers aménagements de loisirs. Le GR du bassin minier qui passe aussi à proximité, le patrimoine minier mis en valeur, des aménagements d'espaces touristiques et récréatifs, avec une base de loisirs sur un site d'extraction requalifié. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le premier, Autour des fosses 11/19, balade dans le bassin minier patrimoine mondial. Source, bassin minier-6 patrimoinemondial.org, consulté en 2021. Sur ce document on trouve une carte de Lens allant de la gare TGV au terril 11-19 au nord-ouest. Elle indique un parcours avec de nombreuses adresses de l'ancienne vie minière de Lens. Le groupe scolaire, un presbytère, la maison de directeur, maison des sœurs, le dispensaire, l'église Saint-Théodore, l'école de la cité numéro 9, le logement de directeur, la maison d'ingénieur, le monument Émile Basly, la gare, la maison syndicale et les grands bureaux. Ce parcours est commenté. À travers des cités minières de style Lens, vous comprendrez les politiques sociales de la société vis-à-vis de ses ouvriers, et vous verrez également comment, à travers des monuments et des édifices emblématiques, les anciens rapports de pouvoir entre patronat et ouvriers mineurs marquent aujourd'hui encore ce paysage très urbain. Associé à la fosse numéro 11-6-19 et ses terrils jumeaux, la cité des provinces, anciennement cité numéro 11, fait partie d'un ensemble minier exceptionnel. L'ampleur de cet ensemble témoigne de la puissance de la Société des mines de Lens qui, outre les infrastructures de production et de résidence, a fait construire des équipements remarquables. Le document est joint d'une photo « Randonnée insolite dans les Hauts-de-France, ascension d'un terril » avec les deux terrils pris en photo avec les restes du puits et des bureaux juste devant. Enjeu du document. Classé comme paysage culturel par l'UNESCO depuis 2012, le bassin minier a bénéficié d'un inventaire de son patrimoine minier et industriel, dont certains édifices sont protégés par les monuments historiques. Le balisage proposé par ce plan révèle les objectifs d'une mise en tourisme fondée sur le patrimoine et la découverte culturelle du bassin minier. Aménagement productif, urbanisation. Les corons et leurs équipements collectifs évoquent le rôle des entreprises et du paternalisme dans le peuplement du bassin de Lens. Issue d'un blog de voyageurs, la photographie illustre la diversification des pratiques touristiques, des loisirs sportifs à l'exportation urbaine des friches, le dark tourism. Document 2, Lens, Liévin, Hénin. Où en est le marathon de rénovation des cités minières? Source, H. Nodo, La Voix du Nord, 28-07-2021. Extrait. En mars 2017, Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre de François Hollande, annonçait à Wagny la rénovation de 23 000 logements miniers, avec une aide de l'État de 100 millions d'euros sur 10 ans. Tout cela s'inscrit dans le cadre de l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Presque arrivé à mi-parcours aujourd'hui, à lui seul, le dossier de la rénovation de l'habitat,
colossal, avoisine les 2 milliards d'euros. Si l'agglomération de Lens-Liévin en concentre la part la plus conséquente, 40% au total, les réhabilitations concernent également Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, le Valencinois et le Douaisis. L'État n'est pas le seul à sortir le carnet de chèques. Régions, départements, intercommunalités mettent au pot et ont travaillé main dans la main pour la mise en route opérationnelle. Fin 2021, 4000 à 4500 logements seront entrés en travaux sur les 7500 annoncés pour la première phase. Pour autant, des doutes et inquiétudes subsistent, du côté des habitants comme des élus, sur le calendrier des travaux, sur l'enveloppe financière consentie pour le volet urbain de la rénovation. Autrement dit, ce qui fait que la cité va mieux. Fin de citation. Cet extrait est accompagné d'une photo de la cité 16 à Lens, l'une des 29 cités concernées dans la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Enjeu du document, géré par les bailleurs sociaux et souvent vétustes, les cités minières sont le cadre d'opérations de rénovation qui participent à améliorer leur performance énergétique. Celles-ci répondent aux enjeux des réhabilitations du bassin minier. Néanmoins, les élus déplorent le risque d'une rénovation de façade. L'enjeu de l'habitat dépasse la simple question du logement et impose une meilleure prise en compte de l'espace public pour les projets d'aménagement. Les questions types. 1. Qu'est-ce qu'un coron ? C'est un quartier résidentiel ouvrier typique des régions industrielles, composé d'habitations unifamiliales étroites, associées à des jardins potagers. Le coron était souvent la propriété des sociétés minières. Bâti à proximité des sites productifs, il traduit les enjeux de paternalisme visant aussi bien à encadrer la vie ouvrière, par les infrastructures et les loisirs, qu'à garantir une stabilité de la main-d'œuvre pour l'industrie. Pour rappel, coron, c'est O-R-O-N. 2. Qu'est-ce qu'une cité-jardin ? C'est un espace peu densément bâti qui associe résidences, services et espaces verts, développé par l'urbaniste britannique Ebenezer Howard à la fin du XIXe siècle. Ce modèle de ville s'oppose aux grandes agglomérations industrielles étalées et offrant un environnement dégradé. Il est mis en pratique dans les cités ouvrières des régions industrielles au début du XXe siècle. 3. Comment définir l'excursionnisme ? Un déplacement de moins de 24 heures qui n'occasionne pas de nuitée à l'extérieur de son lieu de résidence. Il se distingue ainsi du tourisme. L'excursion est le support principal des loisirs. 4. Qu'est-ce que le cimetière national de Notre-Dame de Lorette ? La nécropole nationale a été inaugurée en 1925 pour accueillir 20 000 tombes, les restes d'environ 45 000 personnes. Des soldats tombés pendant les batailles de l'Artois en 1915. L'éperon de Notre-Dame de Lorette, une crête qui domine le plateau entre Arras et la Bassée, a été particulièrement disputé. L'anneau de la mémoire, mémorial international, a été aménagé à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. 5. Quel lien existe entre le Louvre-Lens et le Louvre ? Le Louvre-Lens est un établissement public de coopération culturelle, EPCC, autonome et lié à une convention scientifique et culturelle au musée parisien. Pour favoriser la déconcentration culturelle, ces expositions semi-permanentes sont représentatives des collections du Louvre. Cette formule a été expérimentée dès 2006 avec le centre Georges Pompidou à Metz. 6. Quel lien existe-t-il entre le football et les territoires industriels ? L'essor du football au début du XXe siècle a été encouragé par les dirigeants des industries locales qui y ont vu un moyen d'encadrement du monde ouvrier, autant qu'une source de prestige. Le stade Bollaert, du nom du directeur de la compagnie des mines de Lens, résidence du RC Lens, dont l'hymne officieux est Les Corons de Pierre Bachelet, est un vecteur identitaire essentiel de ce pays minier. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible de l'industrie au loisir, une patrimonialisation du territoire. Cartigène, Aubagne, La Ciotat, massif de la Sainte-Baume, 3245 ET. Sujet possible, espace productif et patrimoine. Cartigène, Briard, Giant 2421 SB. Une reconversion fondée sur un passé industriel. Cartigène, Mulhouse, forêt domaniale de la Hardt, HARDT, 3720 ET. Autre sujet possible, les évolutions des paysages industriels. Cartigène, Sarreguemines, vallée de la Sarre, 3613 ET. Autre sujet possible enfin, industrie et patrimoine. Cartigène, Rochefort, Marennes, 1430 OT. Vient ensuite un focus, Loups-en-Goël, un modèle de développement local, situé au nord de l'agglomération de Lens-Liévin.
L'ancienne cité minière de Los-en-Gohel, 6800 habitants, veut s'ériger en modèle de résilience locale depuis la fermeture des mines en 1986, à l'image du mouvement des Transition Towns, villes en transition. Depuis les années 1990, la municipalité cherche à impliquer systématiquement les citoyens dans la mise en œuvre des projets locaux, valorisant du patrimoine minier, recyclage, monnaie locale, filières alimentaires ou énergétiques. Le projet de la base 11/19, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses 110 hectares de terrils, dont le plus haut culmine à 186 mètres, et ses anciens bâtiments d'exploitation minière, est emblématique. En plus de la mise en tourisme, le site accueille une zone d'activité innovante, centrée sur le développement durable, éco-construction, et la culture, environ 100 emplois en 2021 sur le site. Un centre de formation de la Fondation d'Auteuil, des laboratoires et une plateforme solaire expérimentale à proximité. Les terrils végétalisés ont été requalifiés en espaces de loisirs et d'événements sportifs, avec le marathon La Route du Louvre, trail nocturne des terrils, etc. Un autre projet, Mine de Soleil, a été lancé en 2018 pour équiper les toitures en panneaux photovoltaïques, avec pour objectif une autosuffisance en énergie renouvelable en 2050. Les aménagements sont menés par une société par action simplifiée, SAS, associant les habitants. La stratégie louzoise repose ainsi sur une forte mobilisation citoyenne destinée à améliorer le cadre de vie et à permettre une transition locale fondée sur l'économie résidentielle. Ce focus est joint d'une photo de l'église Saint-Vaast à Los-en-Gohel. La toiture en ardoise a été remplacée par des panneaux solaires en 2013.